Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et à 8h15, notre invité de la matinale est Pierre-Yves Cadalin. Il est coordinateur de la France Insoumise à Brest et il est venu, figurez-vous, de Brest en attendant que notre studio brestois, notre bureau local soit ouvert. Eh bien, il est venu ici à Quessoy en direct ce matin après 1h30 de route et je l'en remercie. Bonjour. Bonjour, merci à vous et on sera ravis de vous avoir à Brest. Voilà, on peut d'ailleurs écouter Bretagne 5 à Brest en DAB+, je le dis pour nos auditrices, nos auditeurs qui nous écoutent déjà dans la cité du Ponant. Pierre-Yves Cadalin, une actualité politique très chargée. On va parler de beaucoup de choses ce matin et j'avais envie de vous entendre sur les annonces d'Emmanuel Macron, sur la prise de parole d'Emmanuel Macron autour du projet politique. Alors il y a plusieurs choses dans ce projet politique, en tout cas dans la poursuite de ce projet politique. Comment vous l'avez reçu cette parole d'Emmanuel Macron ? Ce qui est terrible dans le pays, c'est que le président parle beaucoup. Il parle beaucoup et d'une certaine manière, il laisse une insatisfaction généralisée car une fois qu'il a parlé, on ne sait pas exactement ni où l'on va, ni ce qu'il a dit, ni quelle est la direction politique imprimée dans le pays. Et si l'on prend l'exemple de la planification écologique, par exemple, puisque ça a été un de ces thèmes de la semaine, eh bien le compte n'y est absolument pas. D'abord, je me permets de dire que nous avons parlé avec Jean-Luc Mélenchon et Martine Bière depuis une dizaine d'années de la nécessité de la planification écologique compte tenu du problème immense que pose l'extinction de la biodiversité, le changement climatique et que souvent on nous disait « Ah, la planification c'est terrible, c'est une méthode autoritaire, etc. » Bref, c'est une victoire idéologique, culturelle de notre part de voir que le gouvernement reprend le terme. En revanche, il n'en reprend pas la méthode, car si l'on regarde de près ce plan, eh bien, rien n'est réellement chiffré, c'est-à-dire que quand on se donne un plan jusqu'à 2030, on doit dire, en 2028, on en sera là. En 2029, on en sera là, avec des moyens et des étapes. Tout à fait. Donc, de ce point de vue-là, il n'est pas à la hauteur, et surtout, mais comme souvent avec le macronisme, eh bien, nous sommes dans le domaine des contradictions flagrantes, car le lendemain où ils ont expulsé Thomas Braille, qui était en train de se battre avec une grève de la faim en face du ministère des Transports pour dire que le projet d'A69 en Occitanie était complètement dépassé et archaïque sur le plan écologique, eh bien le lendemain, Macron vient la bouche en cœur parler de planification écologique. C'est une contradiction totale, de la même façon que sa grande annonce mardi était de dire les centrales à charbon en 2027 ce sera terminé. Mais il nous l'avait dit déjà pour 2022. Alors, si l'on additionne ces deux éléments, ça fait déjà beaucoup en termes de contradiction, mais il y a également le glyphosate. Allez, 10 ans de plus. Nous allons reprendre 10 ans de plus de glyphosate et Emmanuel Macron trouve cela complètement normal. Non. Il faut être sérieux sur le plan de la planification écologique car le problème est immense. Il suppose en réalité une bifurcation de nos économies. Ici, en Bretagne, nous avons et nous continuons à défendre la bifurcation de notre modèle agroalimentaire parce que il est tout à fait irresponsable du point de vue de ce qu'il produit en termes de CO2 et de consommation, mais il l'est également sur le plan de l'autonomie et de la condition même des paysans. Donc nous continuons à défendre cela, l'aide à l'installation, l'annulation de la dette paysanne en contrepartie d'une conversion écologique et sociale des exploitations agricoles. Bref, ce qu'il faut, c'est se donner les moyens réellement de faire face à cet enjeu et d'y faire face avec toujours à l'esprit l'exigence de la justice sociale. Alors la justice sociale, on va en parler. Alors sur les autoroutes, un mot pour dire que Emmanuel Macron, en tout cas le gouvernement, a annoncé la fin de projets de nombreuses autoroutes, alors sauf la 69 pour le coup, entre Toulouse et Castres. Oui, alors c'est pour ça qu'on préfère le juger sur les faits, sur les paroles, et pour l'instant l'acte qu'il pose, c'est de maintenir ce projet. Donc parce que les paroles précédentes, elles ont été trahies comme souvent sur cette question écologique. Donc là, il a une occasion, c'est d'abandonner ce projet, de répondre à cette demande qui s'exprime tout de même massivement avec une grande mobilisation dans ce projet d'autoroute, qui, je le rappelle, est également soutenu par Carole Delga,
qui s'illustre, elle, par son opposition farouche à toute alternative à gauche. On parlait de justice sociale. Vous parliez, Pierre-Yves Cadalin, de justice sociale. Il y a cette réforme autour de Pôle emploi qui va devenir France Travail. Il y a cette réforme de l'assurance chômage aussi. Et ces annonces, comme par exemple le fait que les gens qui touchent le RSA, les demandeurs d'emploi qui touchent le RSA, soient obligés de fournir à la collectivité une quinzaine d'heures de travail non rémunéré. Est-ce que ça vous choque ? Évidemment, le travail gratuit, si vous voulez, c'est un rêve d'exploitation. Et j'alerte d'ailleurs tous ceux qui seraient également dans une autre situation, qui sont salariés, qui pensent peut-être qu'ils ne sont pas concernés, qu'en réalité, cette mesure risque d'accroître la pression à la baisse sur les salaires. Parce que lorsque vous allez forcer tout un tas de gens à travailler gratuitement, ce sont autant d'heures de travail qui auraient sinon été rémunérées. Donc il faut vraiment faire attention à cela et il faut arrêter avec cette politique qui est de mettre une pression terrible sur les chômeurs, de mettre une pression terrible et de culpabiliser les gens au RSA. Sur le RSA, le vrai scandale, je vais vous dire, c'est le non-recours. Il y a un tiers des gens qui pourraient bénéficier du RSA qui n'en bénéficient pas, qui sont dans des situations absolument terribles. Il faut donc faire des campagnes d'accès aux droits sociaux. Et il faut, bien entendu, c'est le cœur du projet économique que nous portons, partager les richesses. Le partage des richesses est la condition qui permettrait à nos services publics de se rétablir, à des emplois pérennes d'être créés, à la fonction publique de pouvoir permettre en termes d'éducation et de santé de rendre service à la population de façon efficace et de faire diminuer ce niveau de pression insensé qui aujourd'hui pèse sur les épaules des travailleurs et des chômeurs également, parce que à quoi tout cela rime dès lors qu'il y a un problème de montrer du doigt les chômeurs, les gens en difficulté, ça suffit. Le gouvernement ne cesse de faire ça, ne cesse de monter les uns contre les autres. Il faut au contraire, on parlait de la question écologique. Cette question suppose que nous nous mettions tous ensemble, que nous fixions l'avenir en disant allons-y ensemble. Mais pour cela, il faut que les plus riches contribuent à hauteur de ce qu'ils gagnent. Parce que on a vu ça récemment. La France est un des seuls pays au monde à progresser en nombre de millionnaires. On est le 3e pays où il y a le plus de millionnaires. Alors, ça tombe pas du ciel, les millionnaires. D'où cela vient-il ? D'une politique économique, celle d'Emmanuel Macron, qui, depuis qu'il est là pour servir le pouvoir de l'argent, les plus riches, qui ont passé leur richesse entre 2017 et aujourd'hui. C'est passé de 23% de notre PIB, de notre richesse nationale produite, à 45%. Il n'y a jamais eu une hausse aussi énorme. Donc ça suffit, il faut arrêter de les mêmes se gaffe, parce qu'à la fin, c'est nous qui payons. C'est nous qui payons très concrètement. D'ailleurs, avec l'inflation, si vous voulez que je vous en dise un mot. Voilà, on va en parler de l'inflation. Vous me donnez l'occasion de vous relancer là-dessus, Pierre-Yves Cadalin. L'inflation et le contexte social, l'inflation qui grève les ménages, qui là aussi accentue la pression sur les plus démunis finalement, ou les plus précaires, mais aussi sur les collectivités locales. On voit aujourd'hui des collectivités qui ont du mal à joindre les deux bouts, il faut bien le dire, ou des petites mairies qui ont du mal à joindre les deux bouts parce que voilà, l'inflation passe par là. Est-ce qu'il y a un remède miracle à cette inflation ? Déjà, il est important de comprendre le phénomène parce que on a été habitué à un discours sur l'inflation qui serait alimenté par l'augmentation des salaires. C'est le discours libéral sur cette question-là. Or, aujourd'hui, ce que toutes les études économiques montrent, même celle du FMI, qui n'est pas réputée pour être une officine de soutien à la France insoumise, le FMI dit il y a dans l'inflation actuelle une boucle non pas des salaires au prix, mais des profits au prix. C'est-à-dire que c'est l'augmentation des profits, l'augmentation des dividendes qui fait que les prix augmentent pour une très large partie de cette augmentation. Ce qui veut dire très concrètement, si on prend par exemple la question de l'agroalimentaire, lorsque vous payez votre paquet de beurre 1 euro, 1,50 € de plus, les pâtes, etc., tous ces produits qui ont énormément augmenté, eh bien, vous ne payez pas une augmentation des salaires des travailleurs de ce secteur, vous payez une augmentation des profits de ceux qui les détiennent, ces moyens de production. Donc ça, c'est important de comprendre ça, parce que c'est important de voir que pour régler le problème de l'inflation, il faut enrayer la dynamique d'augmentation des profits. Donc nous, ce que nous disons, c'est encadrement des marges,
Pour ce qui est de, par exemple, l'industrie agroalimentaire, puisque c'est un domaine que nous connaissons particulièrement bien en Bretagne, eh bien, il faut un prix plancher, c'est-à-dire pour l'achat des produits aux agriculteurs, là c'est pour la grande distribution, et puis un prix plafond à la revente. Et de façon plus générale, il faut, si vous voulez, renforcer la taxation sur le capital de telle sorte à enrayer cela. Mais ensuite, dans l'urgence, eh bien, on bloque les prix sur un certain nombre de produits de première nécessité. On bloque les prix, on bloque les prix à la baisse sur l'essence parce que pour un tas de gens qui n'ont pas d'autres moyens que de prendre la voiture, parce que ça, il faudra inventer d'autres moyens. Faut pas se contenter comme Emmanuel Macron. Et là, j'adore la bagnole, ce qui est complètement ahurissant par rapport à l'urgence. Phrase piquée à Pompidou, Georges Pompidou, il faut le dire. Oui, alors même Le Monde parle de pompidolisme vert. Alors ça, il y a que les journalistes du Monde pour comprendre un truc pareil. Mais enfin... Bref, ce que je veux dire, c'est que ce blocage des prix est nécessaire dans l'urgence. Il est possible, contrairement à ce qu'a dit Emmanuel Macron, car dans son allocution, il dit que non, bloquer les prix, ça n'existe pas, ce n'est pas possible. Il l'a fait lui-même pendant l'épidémie de Covid sur les masques. Il y a des prix administrés et réglementés dans un certain nombre de départements d'outre-mer. Donc c'est possible, c'est nécessaire parce qu'il faut là que les gens puissent respirer avec des payes à peu près normales, si vous voulez, avec les salaires étant déjà trop bas, mais avec les payes qu'on a autour du salaire médian, etc. Déjà, c'est très dur. Donc, c'est très dur pour tout le monde. Il faut augmenter les salaires, ce qui amène à la deuxième proposition après le blocage des prix, c'est l'indexation des salaires sur l'inflation. C'est ce qu'on appelle l'échelle mobile des salaires. Et donc, il y a des mesures qui existent et en réalité... Ce dont a franchement besoin le pays, c'est un changement de politique. Et il ne faut pas qu'Emmanuel Macron oublie qu'il est minoritaire dans le pays. Il est minoritaire et que sa politique économique qui sert les plus riches est une politique économique qui sème le malheur partout. Elle sème le malheur en détruisant les services publics. Elle sème le malheur en étranglant d'une certaine manière bien les ménages de travailleurs, les chômeurs, les étudiants. Tout le monde est galère et a du mal à se projeter dans l'avenir. Il faut donc faire autre chose. Et je vais vous le dire, avec l'ambiance politique qu'on a vécue ces derniers mois, dans n'importe quelle démocratie parlementaire, nous serions déjà retournés aux urnes. On aurait déjà des nouvelles élections pour que le pays puisse choisir où aller. Alors justement, Pierre-Yves Cadalin, hier c'était la rentrée parlementaire, beaucoup de vagues et de houles, si j'ose prendre un terme maritime et néanmoins breton. Allez, beaucoup de houles à l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est, voilà, je vous pose la question de façon un peu abrupte, est-ce que c'est le retour de la bordélisation ? Ceux qui mettent le chaos dans le pays aujourd'hui, ce sont les macronistes. Je le disais, j'ai commencé avec la planification écologique, on discutait de 5000. Alors, je disais qu'effectivement, ils n'étaient pas au rendez-vous. Mais ils n'étaient pas non plus au rendez-vous de la rentrée scolaire. Donc, s'ils sont incapables de planifier une rentrée scolaire, ce qui est quand même une mission de base du gouvernement, avec le fait que dans la moitié des établissements, il y avait un prof qui manquait, à quel moment seront-ils capables de répondre à des enjeux aussi généraux ? Donc non, nous sommes là pour défendre l'intérêt collectif, l'intérêt général. Vous l'avez dit, le problème aujourd'hui de la réforme du système de chômage va frapper très durement des gens qui sont déjà dans une situation très difficile. Et l'annonce aujourd'hui du budget est une annonce de budget d'austérité. Mais je travaille moi-même à l'université, je connais bon nombre de soignants, bon nombre d'enseignants, etc. Les services publics sont déjà à l'os. Où veulent-ils nous mener avec ces baisses de dépenses ? On n'a pas employé le mot austérité. Bruno Le Maire, qui s'est exprimé également, alors en l'occurrence autour des carburants, en disant voilà, on va faire des efforts, mais finalement ça va pas trop mal. De toute façon, eux vivent dans le meilleur des mondes. C'est-à-dire que, alors, on les écoute, il n'y a plus de chômage, les salaires suivent l'inflation, je ne sais pas dans quel monde. Je veux dire, parce que même, d'ailleurs, déjà pas dans le monde des économistes, parce que quand on regarde, ça suit à peine l'inflation, donc ça veut dire que votre revenu réel, il diminue. Donc, les études déjà montrent que c'est pas ça. Et Bruno Le Maire vit dans le doux monde de Bruno demande. Alors Bruno va demander, avec ce fiasco complet de la vente à perte, qui était déjà une idée
absurde. J'ai pas le temps sans doute de le développer ici, mais c'était une idée vraiment absurde et qui se fait refuser par les patrons. Comme se font refuser les augmentations de salaire, enfin bref, un ministre de l'économie, il n'est pas là pour demander poliment. Il est là pour réglementer, il est là pour proposer des lois. Et d'une certaine manière, Bruno Le Maire, c'est le symbole de l'impuissance publique et de l'impuissance du macronisme face au pouvoir économique. Alors Pierre-Yves Cadalin, il nous reste quelques minutes. Je voudrais vous entendre sur quelques sujets. Un sujet aussi récurrent alors, en Bretagne, mais un petit peu partout ailleurs en France. On en parle beaucoup à ce micro de la matinale. C'est le logement. On voit aujourd'hui que finalement les jeunes ménages ou les jeunes travailleurs n'arrivent plus à se loger. Les étudiants ont du mal aussi à trouver des locations. Est-ce qu'il va falloir lancer peut-être des mesures coercitives pour pouvoir obtenir des logements, pour bloquer les prix, pour faire en sorte que finalement tout un chacun puisse se loger décemment? Oui, tout à fait. Alors, la France Insoumise fait partie d'un collectif de lutte, justement, de combat autour de cette question du logement, qui présente un certain nombre de revendications, la taxation sur les résidences secondaires, l'extension du parc social de logement public, ce qui ferait diminuer un peu la pression sur le marché de l'immobilier, l'encadrement des loyers. Bref, toutes mesures qui sont importantes. J'ai vu d'ailleurs qu'à Watt, à Saint-Malo, à Sauzon, un certain nombre de conseils municipaux ont décidé d'augmenter les taxes sur les résidences secondaires de telle sorte en fait à libérer des logements. Jusqu'à 50% parfois, c'est très important. Mais tout à fait, et je pense que ces mesures vont dans la bonne direction. Elles répondent aussi à une situation qui est critique pour les communes en termes parfois de vie même, puisque s'il n'y a plus personne, s'il n'y a que des résidences secondaires, c'est terrible pour la commune, ça pose des problèmes en termes de commerce, en termes de vie sociale générale, mais terrible également pour les gens qui ne peuvent plus faire face à leur loyer, qui ne peuvent plus non plus envisager même d'acquérir un bien. Donc cette question de crise pose des mesures d'urgence telles que je les ai déployées. Elle peut poser également la question de la dissociation entre le bâti et le foncier, c'est-à-dire de telle sorte à ce que les communes puissent acquérir du foncier afin de loger plus facilement et donc d'étendre, soit de permettre l'accession à la propriété, soit d'étendre, ce qui est notre option privilégiée, le parc social, parce qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui qui éprouve de très très grandes difficultés à se loger. D'ailleurs, autour du 7 octobre, il devrait y avoir une mobilisation régionale autour de cette question à laquelle nous participerons. Et ce qui me fait me rappeler que samedi, à Quimper, à 11h, nous défendons les urgences de l'hôpital de Carré. Et donc, tous celles et tous ceux qui nous écoutent sont bienvenus à venir défendre les services publics. Voilà, le message est passé et la date est retenue. Alors, évidemment, on aurait pu parler de l'hôpital, qui est un sujet très important, mais on va manquer de temps. J'aurais voulu vous entendre, Pierre-Yves Cadalin, également sur un autre sujet, c'est celui des migrants. On parlait tout à l'heure des villages, parfois, qui se dépeuplent. On a vu le cas ici à Calac, en Bretagne, avec ce conflit. On peut parler d'un conflit entre ceux qui souhaitaient que des réfugiés puissent venir habiter à Calac et ceux qui ne le souhaitaient pas. On a un climat délétère depuis. On a des élus qui ont été menacés. On a une montée des incivilités, des colères face à la venue des réfugiés. Et l'actualité vient nous le rappeler à Lampedusa, les réfugiés qui arrivent toujours aux portes de l'Europe. Comment faire? Comment essayer d'accueillir les réfugiés? Ou alors est-ce qu'on doit faire, comme beaucoup le disent, un mur et les bloquer pour pas qu'ils arrivent? Non, évidemment, non. D'abord, sur Calac, je pense qu'il faut revenir sur le fait que la violence est venue de l'extrême droite. Elle a été d'ailleurs insuffisamment sanctionnée par les responsables de la République, car lorsque des personnes manifestement violentes menacent des élus, mettent en cause un projet qui a été délibéré collectivement et refusent le simple devoir d'humanité d'ailleurs que nous avons envers les réfugiés, eh bien ces personnes doivent être bien entendu sanctionnées. Il y a un problème très lourd de ce point de vue-là. D'autre part, je crois que cela a fait beaucoup de bien au pays. Et vous savez à quel point nous sommes un mouvement laïque, mais cela a fait beaucoup de bien au pays, la parole qu'a portée le pape à Marseille, rappelant le devoir que nous avions
et la situation qui nous obligeait, lorsque des réfugiés viennent, eh bien, nous devons les accueillir. Nous devons bien entendu aussi penser à pourquoi ils partent, parce que les gens ne partent pas de gaieté de cœur. Donc, il y a toute une situation aussi en termes de traités de libre-échange inégaux, d'économies qui sont pressurisées dans ces pays-là, d'où viennent les immigrés. Eh bien, sur lequel il faut travailler. Mais lorsqu'ils sont là, eh bien oui, le pape nous a rappelé qu'il fallait les accueillir et surtout qu'il fallait que cesse ce massacre permanent qui se passe en Méditerranée, car l'inaction et l'indifférence produisent des morts par milliers et c'est une plaie ouverte finalement pour quiconque a un peu d'humanité. Et donc je crois que le pape a fait du bien au débat public dans ce pays, histoire de repousser la violence dans les discours de l'extrême droite qui déshumanise en permanence celles et ceux qui sont nos frères et sœurs en humanité. Un dernier mot sur la police, sujet sensible s'il en est. On ne va pas revenir sur les faits divers qui se sont produits ces dernières semaines, mais on a vu néanmoins cette voiture de police attaquée lors d'une manifestation à Paris. Des actes d'une grande violence. Ce policier qui sort avec son revolver pour disperser la foule. Ces images, elles appellent quel commentaire de votre part ? Alors, d'abord, les manifestations de samedi ont été très largement pacifiques, tranquilles, déterminées, autour d'un principe. Il faut refonder une police républicaine. Alors, lorsque vous avez en juillet un jeune Eddy qui est tabassé, qui est laissé pour mort, et qu'ensuite des policiers se mettent en arrêt de travail, pourquoi ? Pour demander le droit de faire de même, pour continuer. C'est invraisemblable. Et lorsqu'en 1983, une telle contestation terrible des principes de l'état de droit avait été l'œuvre de certains policiers, eh bien François Mitterrand n'avait pas hésité. Il avait limogé le directeur général de la police nationale et le préfet de police de Paris. Et il disait, à ce moment-là, lorsque certains policiers manquent à leur devoir d'obéissance, alors le devoir des responsables de la République est de frapper fort pour faire respecter l'autorité de l'État. Voici ce que n'importe quel républicain devrait dire aujourd'hui. Et c'est cela que nous disons. On essaye parfois de nous repeindre en anti-police. Nous ne sommes pas anti-police. J'allais vous demander s'il faut désarmer la police ou il faut supprimer la police. Voilà. Alors, ça, c'est un petit peu le côté provoquant. La question, non. S'il faut, c'est, par exemple, établir un récépissé de contrôle, parce qu'on sait que lorsque vous êtes noir ou arabe, vous avez 20 fois plus de chances d'être contrôlé. Enfin, vous êtes contrôlé 20 fois plus plutôt que si vous ne l'êtes pas. Il faut refonder l'IGPN pour qu'il y ait des enquêtes indépendantes qui soient menées lorsque des cas aussi graves se présentent. Et il faut effectivement moins armer la police dans les opérations de maintien de l'ordre en manifestation. Je veux dire, on est quasiment une exception européenne de ce point de vue-là. Vous allez au Royaume-Uni, vous allez en Allemagne, il y a beaucoup moins de problèmes. Et de fait, tout le monde a pu l'expérimenter. De façon générale, ce qui s'est passé ces dernières années, les gilets jaunes, les mouvements jeunes pour le climat, le mouvement pour les retraites, la révolte des quartiers populaires, rien de tout cela n'a disparu. Tout cela est là. Et tout cela repose sur une même exigence que nous portons politiquement, celle d'accomplir le principe d'égalité sociale, d'égalité politique. Eh bien, Macron ferait bien de se rendre compte que tout cela est là, prêt à se mobiliser socialement et se mobiliser dans les urnes le moment venu. Pierre-Yves Cadalin, coordinateur de la France Insoumise à Brest, était avec nous en direct ce matin pour balayer l'actualité politique et sociale. Merci infiniment d'être venu, je le répète, depuis Brest, de vous être levé aux petites heures. Grâce à un ami, ami et camarade. Voilà, qui vous a conduit jusqu'au studio de Bretagne 5, qui en soit remercié aussi. Je vous souhaite une très belle journée. Merci à vous de même. Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon.